Bienvenue à tout le monde. Bienvenue Soliton, bienvenue Tom. On a un guest aujourd'hui. On va beaucoup discuter de plein de sujets super intéressants, de différents rabbit holes dans lesquels je suis tombé et que j'ai partagé à Soliton depuis quelques jours de façon très enthousiaste et vous allez comprendre pourquoi. Et alors, Tom, en fait, c'est le cofondateur d'une boîte qui s'appelle Tweethunter, qui est une boîte qui a l'air de cartonner. C'est surtout une boîte qu'on mentionne. Alors, je ne l'ai pas retrouvé, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être qu'on ne l'a pas mis dans la description de nos épisodes, mais qu'on mentionne dans un de nos épisodes. Et je me souviens à l'époque qu'il y avait les chiffres publics de ce que vous faisiez en tant que chiffre d'affaires. Et c'était bien, mais ce n'était pas énorme comparé à maintenant. Et j'ai l'impression qu'en très peu de temps, ça a fait fuser votre chiffre d'affaires avec la boîte que tu as montée. Sachant que tu as un associé qui s'appelle Thibaut, qui est aussi, qui fait beaucoup de bruit sur Twitter aussi, tout autant que toi. Et donc, on va parler de tout ça. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que on a parlé de vous et vous étiez petit, mais déjà en train de grossir. Et là, maintenant, en fait, ça va tout de moon. Et j'ai l'impression que vos objectifs, ils doublent et quadruplent chaque semaine, quoi, quand je vous vois un peu sur Twitter. Mais on va commencer par quelque chose d'assez simple. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait dans le passé et comment tu as rencontré son associé et comment vous avez eu l'idée de cette boîte ensemble. Et après, on parlera un peu plus en détail de la boîte et de quel est le marché que vous taclez, quelles sont les spécificités de ce marché, comment on arrive à faire plusieurs millions de chiffres d'affaires annuels sur ce marché qui a l'air en fait niche, mais qui n'est pas du tout niche. En fait, il est très grand ce marché. Donc, si tu peux commencer juste par nous dire qui tu es, ce que tu as fait dans le passé, et comment tu as rencontré ton cofondateur, on en serait ravis. Ouais, bien sûr. Bah, déjà, bonjour. Et puis, bonjour aux auditeurs. Je suis super content d'être là. J'écoute The Farm Spot depuis, je crois, 2 ans. Je suis ouais, vraiment très content d'être invité. On avait déjà eu l'occasion d'échanger sur Twitter. Effectivement, l'année dernière, vous aviez mentionné un des trucs qu'on avait fait en termes de marketing. Déjà à l'époque, je trouvais ça ouf. Alors juste d'être invité aujourd'hui, je suis trop content. Et ouais, donc mon nom c'est Tom. J'ai mon associé Thibaut que j'ai rencontré en fait pendant mes études. J'ai fait un truc que pas beaucoup d'entrepreneurs font. C'est-à-dire que j'ai fait un master en entrepreneuriat. Alors ouais, c'est un concept, ça existe. Non, franchement, de un, c'était bien. Et puis de deux, ça rassurait mes parents, donc ça c'était cool aussi. Et puis de trois, j'ai rencontré mon associé là-bas, et donc voilà, on a vécu quelques belles aventures ensemble. On a commencé par lancer une boîte il y a 5 6 ans, peut-être 7, je sais pas. Et ça s'appelait Pistache. C'était une appli qui motivait les gamins à faire leurs tâches du quotidien, genre ranger leur chambre, etc. Génial. Un mécanisme de gamification, voilà, je sais pas. Moi. Je sais même pas comment on est tombé là-dedans. On voulait faire de la gamification et puis ça a terminé là-dessus. Ça n'a pas marché de ouf. On a quand même levé un petit seed et tout, mais bon, assez rapidement finalement, au bout de 2 ans, on a arrêté. Moi, je suis retourné au salariat. J'avais bossé un peu dans les ads, Facebook Ads, Google Ads, etc. avant. Et du coup, je suis retourné en ayant quand même un peu plus la fibre entrepreneuriale. Donc, j'ai géré une ou deux boîtes, j'ai refait un peu de digital marketing et j'ai fini, mon dernier poste, c'était en product. Et puis voilà, et puis je me suis mis à écouter The Farm Spot, je me suis mis à aussi lire une newsletter que j'aime bien qui s'appelle trends.vc. Mm. Et je sais pas, à cette époque-là, je ressentais le besoin de recommencer, de retenter. Un jour, on s'appelle avec Thibaut, on se dit, bah, tu fais quoi? Je sais pas, rien. Et toi? Bah, j'ai un job, voilà. Et ok, bah, c'est parti, on va rebosser ensemble. Euh, et puis voilà, on ne savait pas exactement sur quoi, mais ce qui en a, on a accouché de Tweet Hunter quelques mois plus tard. Et comment ça s'est fait justement cet accouchement de Hunter? Est-ce que c'était une idée que lui il avait ou que toi tu avais et que tu as apporté sur la table? Est-ce qu'il y a une recherche d'idées, une espèce de session de brainstorming qui a duré plusieurs temps? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous l'a pitché, vous vous êtes dit ouais, pourquoi pas? Est-ce que vous avez vu un compétiteur où vous vous êtes dit on peut faire mieux?
C'est quoi, comment c'est né de façon très franche? En fait, nous, moi, je me considère comme quelqu'un qui ne va pas réussir à rester sur un projet pendant, je sais pas, 5 10 ans. C'est pas forcément la manière dont je bosse, où j'ai beaucoup changé de job, etc. Et du coup, un des trucs super importants pour moi, c'était de trouver un truc où j'allais vouloir rester dans le projet, rester motivé et pas voilà, virevolter et aller faire autre chose 2 mois après, quoi. Et du coup, on est vraiment parti. En fait, ça fait bateau de le dire, mais on est parti d'un problème. Et ce problème-là, c'était un problème qu'on vivait vraiment nous aussi. C'est-à-dire qu'on n'avait pas d'idée de business spécifique en soi lancée. On n'avait pas forcément un secteur de prédilection. Et on s'est dit, bah vas-y, on va lancer des machins au pif. Et du coup, c'est ce qu'on a commencé à faire. Et puis évidemment, qu'est-ce qui se passe quand tu lances un truc? Bah, tu galères à trouver des clients, quoi. Et on s'est dit, mais en fait, c'est ça notre problème. C'est ça le problème qu'ont tous les gens aujourd'hui qui lancent des boîtes, les makers, indie hackers, appelle-les comme tu veux. Euh, En fait, maintenant, on crée un produit, c'est devenu presque facile, quoi, par rapport même à il y a 5 ans. Et du coup, tu as des produits partout, tu as 100 launches par jour, etc. On s'est dit, OK, c'est ça qu'on veut faire. Et donc, on s'est mis à lancer des produits pour résoudre notre propre problème qui est bah, comment est-ce que quand tu n'es pas connu, tu n'as pas de brand, tu es personne, comment est-ce que tu, tu fais des sales, quoi. Et il se trouve que chacun des petits produits qu'on lançait, c'était Thibaut, mon associé, qui allait trouver les premiers clients. Parce qu'il avait déjà, je sais pas, peut-être 3 4 000 personnes qui le suivaient sur Twitter, un truc comme ça. Et c'était un peu gênant pour moi parce que j'étais quand même censé être le mec marketing du duo, quoi. Lui, il est très tech. Moi, j'étais censé être plus market product. Et du coup, je me suis dit, OK, bah, faut que je tweete, hein. Faut que je le mette aussi. Ça a l'air de marcher. OK, on fait pas 100 clients payants avec un tweet, mais si on en fait 3 4 c'est déjà cool. Et j'ai galéré, enfin, j'étais nul, quoi. Genre, je connaissais pas Twitter, c'était pas du tout mon truc à la base. Et du coup, bon, on continuait de sortir des produits, machin, et mon associé, il a commencé à jouer avec une sorte de database de tweets qu'il avait collecté, qu'il avait un peu siphonné. Et puis, il en a fait un produit, mais le but, c'était de trouver des gens à follow sur Twitter, en fait, le but de ce produit-là. Moi, je lui ai dit, mais en fait, moi, j'ai envie de savoir ce que je dois tweeter ou qu'est-ce qui marche, quoi, comment je fais. Et du coup, on a utilisé la database pour, moi, m'inspirer des trucs qui peut-être allaient marcher. Et là, j'ai repéré 2 trucs. C'est que, un, je commençais à avoir quelques likes, rien de dingue, mais je sais pas, j'avais des impressions, j'avais quelques likes sur mes tweets. Et puis 2, je passais plus 5 heures à me demander, mais qu'est-ce que je tweete aujourd'hui, quoi. Mm. Et donc, c'est parti de là. Je me suis dit, OK, c'est en train de me résoudre un problème pour moi. Je sais que Twitter, ça marche parce que je l'ai vu marcher pour mon associé. Bah, on a un product, quoi. Et donc, on a créé la première version de Tweet Hunter. C'était une database un peu améliorée avec un traitement automatique, une analyse automatique des tweets pour bien les catégoriser et tout. Ça, c'était le MVP, quoi. Et ça a pris assez vite. On a poussé un peu, hein, ça n'a pas pris tout seul en faisant rien. Mais ouais, au bout d'un mois, on avait 1000 de MRR, peut-être un mois et demi. Et ça, pour nous, c'était assez de traction pour se dire, OK, on tient quelque chose là. Génial. Ah, on t'entend pas, Jedi. Ouais, Je passe une minute. À ce moment-là, du coup, le prix de l'abonnement, ce qui était inclus dans ce prix-là, c'était une base de données de tweets pour t'inspirer. en gros, c'est ça, ouais. Faut que t'imagines la V1 de Google, Ouais, sauf ouais, que ouais. nous, c'était des tweets à la place. Et c'est à quel moment que vous avez mis en place GPT-3, je suppose, de OpenAI? Je ne sais pas si vous utilisez autre chose On ou l'utilise pas, modifié. en fait. Alors, ça, en l'occurrence, c'est un truc que je peux pas mentionner. Ok. Mais on a voulu utiliser GPT-3. En fait, c'est contre les termes. Ils veulent pas qu'on utilise ça pour générer du contenu, ni même pour analyser du content, en fait.
Ok. Ok. Et du coup, alors effectivement, pendant genre, je sais pas, une semaine, c'était notre moteur principal. Puis on l'a balancé, on a trouvé d'autres solutions depuis, mais c'est venu très très vite parce qu'en fait, on utilisait de l'IA pour, pas pour générer du contenu. Maintenant, ça, c'est un truc qu'on fait. Euh, mais à l'époque, on l'utilisait vraiment pour faire de l'analyse de texte et pour Hmm. pouvoir enfin, avoir ce côté intelligent dans la catégorisation et comprendre ce que la personne, elle cherche vraiment comme genre de tweet. Et très, très vite aussi, on a fait un truc où en fait, tu te loguais, on analysait quels étaient tes sujets et on te suggérait des tweets en fonction de notre analyse. Donc ouais, ces technos-là, c'était important assez rapidement. Et qui est prêt? C'est quoi le profil type de la personne qui est prête à payer un abonnement pour être inspirée sur Twitter? Bah, moi, ça, enfin, en plus, c'est vraiment un truc, c'est assez classique aussi, mais euh, commence par cibler les gens qui sont comme toi, tu vois. Et du coup, les profils types, bah, c'était des indie makers qui lançaient des tools, qui n'avaient pas de user, qui avaient passé 6 mois à build leur SaaS ou leur tool ou leur machin dans une cave. Ils le sortaient super contents et puis ils n'arrivaient pas à faire des sales. Donc la première cible, c'était celle-là. Attends, mais il y a Et un gap quand même après, entre je sors un produit et j'ai pas de vente, et je sors un produit, j'ai pas de vente, et je sais que Twitter, ça peut marcher, et je sais que si je m'y mets sérieusement, ça peut marcher, et je sais qu'il y a un playbook pour s'y mettre sérieusement, alors je fais appel à Twitter. Tu vois, il y a quand même un learning et un savoir du builder qu'en fait, Twitter, ça peut marcher. Et ta solution, elle n'est prise que si en amont, la personne, elle sait que Twitter, ça peut marcher. Et c'est pas ouais, obvious. ouais, bien sûr. Pour l'audience, par exemple, je pense que la majorité des gens ne savent pas qu'il y a des gens qui, un de leurs canaux principaux de vente pour leur formation, pour leur whatever, c'est la production de contenu massif sur Twitter. Ouais, C'est pas si obvious que ça, en fait. c'est Et clair. donc, les builders, vos premiers clients, c'était des gens qui le savaient, ou vous les avez éduqués en montrant des use cases, en le montrant vous-même, en les accompagnant, comment vous avez fait? En fait, les premiers clients, nous, on a éduqué personne en quelque sorte. Ça, c'est venu un petit peu plus tard. Et encore, je suis même pas sûr qu'aujourd'hui, on soit vraiment en train d'éduquer un marché. Je pense qu'on répond à des gens qui ont pris conscience de ça. Et évidemment, on va faire de la com autour du fait que c'est important. Et peut-être que grâce à ça, on augmente, in fine, notre audience, notre cible client potentiel un petit peu. Mais non, nous, on n'est pas là pour éduquer un marché. Nous, on est là pour répondre à un truc qui est déjà intériorisé. Et du coup, c'est plutôt des gens, bah, exactement comme moi, une semaine, un mois avant de lancer le produit, qui savent que Twitter, ça marche, qui le voient bien, qui voient des gens qui font des sales, que ce soit, comme tu dis, des gens qui font des SaaS ou des gens qui vendent des formations ou de labo à des newsletters ou des trucs comme ça. Tu les vois, ces gens qui marchent. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui savent que ça peut marcher. Nous, on ne s'est pas amusé à aller chercher des gens qui n'en avaient pas la moindre idée. Donc, nos premiers canaux de communication, c'était bah, Twitter, du coup. On est aussi pas mal allé sur Indie Hackers, on est pas mal allé sur Product Hunt. Donc, c'est des gens qui sont quand même dans cette sphère-là de gens qui savent qu'il y a des trucs qui se passent sur Twitter et qu'il y a moyen de faire du business dessus. Et aujourd'hui, c'est quoi le canal d'acquisition qui vous rapporte le plus de monde selon toi? Euh, Bah, pour moi, et c'est marrant parce qu'on n'est pas une boîte qui traque de ouf tous les résultats de ce qu'on fait. Mais pour moi, ce qui a le plus payé, c'est tous les side products et tous les espèces de mini side projects qu'on lance. On n'est pas très bon dans le tracking de ça et honnêtement, on n'est pas des gens qui ont envie d'être bons à ça. C'est-à-dire que on ne va pas passer nos journées sur notre dashboard analytics à mesurer exactement tout. Parce que pour nous, dans la manière dont on travaille, ça nous empêche aussi de juste faire des trucs. Mais par contre, ça, le côté side product, donc on fait des tools gratuits qui sont un peu périphériques à notre main tool. On fait du content quali autour de ça aussi. Tous ces trucs-là, on adopte une stratégie de launch par rapport à ces trucs-là. Donc,
On les traite pas comme un truc qu'on sort et puis c'est terminé, on verra bien si ça marche ou pas. On essaye de faire du bruit autour. Et quand tu regardes, parce qu'on n'est quand même pas non plus des nuls de l'analytics, euh, bon, tous ces produits-là, de manière directe, ils vont générer n'importe où entre 0 et 10-15 sign-up par mois. C'est pas énorme. Mais mis bout à bout, cumulé et avec toute la com un peu indirecte que ça génère, moi je suis convaincu que c'est notre meilleur canal. Et en fait, on a tellement de sign-up qu'on n'arrive pas à traquer. Et en même temps, on n'a pas non plus la brand la plus connue du monde. Hein. On reste encore petit, même si sur notre marché, on commence à être un peu reconnu. Euh, Moi, je pense qu'une grosse part de ces sign-up qu'on n'arrive pas à traquer, ils viennent du bruit qu'on fait autour de nos launch de side product ou de content, etc. Juste pour que ce soit bien clair pour l'audience, Ouais, vous êtes à combien là de ARR? attends, je vais te dire. Sur Tweet Hunter, on est à un peu plus de 120K de MRR. Ok, Donc, tu le mets en ARR, on doit être à 1.5, 1.6. ok, donc 1,6 million juste avec Tweet Hunter. Vous avez lancé une version Tweet Hunter pour LinkedIn. Ouais. Ça, c'est un tool qui est récent ou vous l'avez finalement très vite développé puisque c'était juste finalement un duplicata, juste la plateforme change. Et les méthodes d'acquisition, la logique de création de contenu, c'est exactement la même. Finalement, il suffit juste de l'appliquer à un autre type de contenu un peu plus long. Ouais, alors, en fait, le concept, pour le coup, était beaucoup plus facile. C'est-à-dire qu'on avait déjà fait quelque chose qui marchait pour Twitter. Mm. Donc, ce produit-là, ça s'appelle Taplio. Euh, et, euh, et donc, c'est Tweet Hunter pour LinkedIn. Euh, et, euh, et bon, l'avoir en tête, c'était pas compliqué. Développer, on va dire, toute la partie front, c'était pas compliqué. Par contre, dans le back, c'est beaucoup plus compliqué. C'est plus les mêmes logiques. Tu as une API beaucoup moins fournie sur Mm. LinkedIn que sur Twitter. Donc, c'est pas sorti du jour au lendemain du tout. Ok. Il y a eu de l'effort mis dedans. Là, comme ça, je dirais que enfin, si tu t'y mets full time et que tu sais exactement ce que tu vas faire et que tu avais tous les learnings qu'on avait déjà, ça se trouve, tu peux le sortir en un mois, je sais pas, Ok. ou 2 mois. Et juste une question là, vous êtes deux ou vous êtes plus? Et est-ce que vous Euh, avez des on employés, des est, freelances? ouais, alors on est deux et on a des freelances. Ok. Et des freelances sur des tâches techniques ou sur des tâches marketing, création de contenu justement, ou Un peu de tout. design? Ok, d'accord. Un peu de tout. On a deux devs en free. On a une personne au support et on a deux, trois personnes au content. Vous avez Ok. recruté ces personnes comment? Vous avez fait appel à une agence? C'est des personnes européennes ou pays de l'Est ou On Asie? a des Comment? personnes de partout. On a des personnes, on a deux Indiens, on a un Espagnol, on a un Américain, ça, ouais, un peu partout. Ok. Et ces gens-là, tu les trouves tout seul ou tu te fais aider par une agence? Bah, souvent, tu te fais démarcher, honnêtement. En tout cas, pour la partie, on va dire marketing et support, des gens qui m'écrivent pour bosser pour nous, j'en ai régulièrement. Hmm. Euh, mais pour un des gars en content, par exemple, c'est nous qui l'avons démarché, mais parce qu'on le connaissait, Hmm. on avait déjà échangé auparavant. Il s'appelle Alex Lull. C'est un gars qui, sur Twitter, parle de comment on crée du contenu. Et du coup, on l'a approché Ah, directement. ça me dit un Puis, truc. C'est pas un ouais, mec qui a une newsletter. ouais, The Ah, Steel mais elle est Club. super. Elle est Et super, elle est cette super newsletter. bien faite. Et du coup, lui, il Ouais. sait exactement de quoi il parle. Et honnêtement, enfin, nous, on essaye quand même de créer du content qui apporte de la valeur réelle, qui n'est pas juste pour ranker en SEO, point barre, tu vois, Hmm. ou dire qu'on fait du content. Et du coup, on aime bien quand même bosser avec des gens qui connaissent le sujet et pas juste quelqu'un que tu vas briefer sur. Voilà. Ben justement, si on parle d'Alex et de ce qu'il fait, donc Alex a l'air d'être quelqu'un qui crée du contenu pour t'apprendre à écrire de contenu et pour t'apprendre qu'en fait, tu peux gagner ta vie en écrivant du contenu.
que ce soit en vendant le contenu que tu écris ou que ce soit pour écrire du contenu pour driver du trafic vers un produit, un service ou n'importe quoi. Ouais. Et en fait, je suis tombé sur une armée de personnes, des centaines de personnes en fait, qui sont sur ces niches-là. C'est j'écris du contenu sur Twitter pour t'apprendre qu'en fait, écrire du contenu, ça marche. Regarde, mes tweets, ils sont devenus viraux, donc les tiens peuvent aussi devenir viraux. Et du fait que je t'apprends ça, derrière, tu vas pouvoir générer du CA sur n'importe quel business. Et ils ont toutes ces personnes-là, il y a une chose qui gravite, c'est en fait, ça fait partie de ton personal branding que tu vas devoir exploiter et faire grossir un maximum sur Twitter. Et donc, il y a une raison principale de pourquoi tu devrais bosser sur ton personal branding, c'est que si tu as un business derrière, ça peut générer des leads. Mais est-ce que toi, tu vois d'autres raisons de pourquoi j'ai bosser sur son personal branding sur Twitter, c'est intéressant. Et comparé à d'autres plateformes, LinkedIn et autres, quel est l'avantage de Twitter? Est-ce que toi, tu vois des avantages obvious sur Twitter? Déjà, pour répondre à ta première question, donc en gros, ta question, c'est pour qui le personal branding, en fait. Ouais, Et moi, ce que je trouve super intéressant, c'est que je suis parti un peu de ce que tu racontais, qui est, ouais, c'est pour les entrepreneurs ou à la rigueur, les freelances, tu vois, qui veulent aller chercher des clients, etc. De plus en plus, je trouve de la valeur, euh, je vois de la valeur à développer une personal brand quand tu es employé, par exemple. Et pas que le sales de la boîte, tu vois. Mais je pense aussi que quand tu es juste employé, quel que soit un peu ton métier, plus ou moins, hein, évidemment, il y a des exceptions, je pense, mais encore que j'en ai pas forcément trouvé, mais euh, quand tu vas parler de ton métier et que tu vas te créer une brand autour de ton expertise sur ce métier, tu es plus employable. Donc, si demain, ça se passe pas bien, tu auras t'auras plus de chances de retrouver un boulot si tu as une brand. Et deux, en attendant, ton employeur en bénéficie beaucoup. Pas que parce que tu rapportes des sales, mais je sais pas, si t'es tech, tu dev, tu es bon là-dedans, tu partages la manière de travailler dans ta boîte et tes préceptes de dev, des boîtes qui cherchent des devs, c'est toutes les boîtes, hein. Et du coup, tu as quand même, je sais pas, tu vas toucher des gens similaires qui vont se dire, ah, lui, il bosse chez telle startup, scale-up ou PME ou ce que tu veux, ça a l'air intéressant, ok, je vais apply. Donc, ce que je veux dire, c'est que la personal brand, un peu contrairement à ce que tu disais au tout début, c'est pas que pour faire des sales et des leads, ou alors c'est pour faire des leads, mais de différents types qui sont pas forcément pour aller chercher du client. De employer des gens, enfin trouver des employés, tu as noué des partenariats, tu as tout un tas de trucs en fait. Quand les et puis, enfin ouais, non, je ok. pense que c'est finalement pour beaucoup de gens quoi. Ce que tu es en train de nous expliquer, en fait, c'est quelque chose, je pense on le connaît, on essaie de le pratiquer tous les deux, c'est de créer du leverage. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, si vous êtes un sales, un CEO, un CTO, un développeur ou même quelqu'un aux opérations, partagez, essayez de créer de la valeur et de la partager, de la valeur écrite sous forme de contenu et de la partager sur Twitter. Ça peut être une bonne façon de vous créer du leverage pour après-demain. Et c'est ce à quoi tout le monde réfléchit un petit peu. Dans la communauté FarmSpot, il y a quelques semaines, Jedi a posé la question, allez les gars, quels sont vos objectifs pour le Q4 2022? Et j'ai remarqué qu'il y a au moins 30% des gens pour qui un point clair et net dans leur objectif personnel de développement pour le Q4, c'était développer ma brand sur Twitter. Et moi, c'est quelque chose que j'avoue, j'ai regardé tout à l'heure, ça fait presque 12 ans que je suis sur Twitter. Et en 12 ans sur Twitter, j'ai jamais vraiment calculé la profondeur du marché et à quel point, en fait, en deçà des tweets que je vois passer sur ma timeline, il y a des gens qui font du vrai business. C'est-à-dire que je pensais que c'était réellement un truc organique. Alors, ça l'est, hein, je ne remets pas ça en cause, mais un truc organique, presque un élan naturel. Les gens partagent, etc. Et au fur et à mesure que je passe plus de temps sur Twitter, comme c'est le cas depuis que je suis dans la crypto, je commence à capter qu'il y a vraiment un gros défi d'attirer l'attention, de faire des trades de plus en plus poussés, de plus en plus éducatifs,
et à quel point en fait les gens considèrent que ça fait partie de leur métier de créer un engagement autour d'eux, autour du contenu qu'ils partagent. Et à quel point en fait ça peut être fructueux. Ouais. Alors je sais pas si Jedi tu veux en parler, tu peux en parler, mais même toi d'ailleurs, peut-être que d'ailleurs tu peux en parler, à quel point en fait il y a des gens dont le métier est de créer du contenu sur Twitter pour d'autres, pour eux, et derrière de vendre des formations, de vendre des SaaS, etc. Moi, la première personne, et je terminerai là-dessus, pour laquelle j'ai remarqué que organiquement, les tweets ramenaient énormément de business, c'est Peter Levels avec Nomad List. Ça, c'était la personne la plus obvious. Ouais. Parce qu'en fait, il y avait toujours quelque part une redirection vers un sign-up sur Nomad List. Tandis que pour les autres, j'ai l'impression que c'est un peu plus obscur et qu'on t'emmène très, très rapidement dans des chemins parallèles et qui te font vite sortir de Twitter. Et ça m'intéresse en fait, parce que Jedi m'en a parlé. Alors, pour le contexte, on était dans un sauna. Il me dit, mais tu te rends pas compte, etc. Il commençait à partir. Impossible de l'arrêter. On n'a pas vu le temps passer. Et en sortant de ça, je disais, mais en fait, putain, j'ai rien compris à ce Twitter game. Alors, quel est le Twitter game en 2022? Qui sont les gens qui font de l'argent sur Twitter à part TweetHunter? Et comment ça fonctionne? Ouais, bah, très bonne question. Je pense que ce qui est cool sur cette question, c'est qu'en soi, tu peux avoir pas mal d'opinions différentes. Hein. Je ne vais pas prétendre que je détiens la vérité. Je reviens juste un tout petit peu en arrière. Je pense quand même qu'il y a des niches qui appartiennent enfin, qui sont dominées par certains réseaux spécifiques. Hmm. Donc, tout à l'heure, Jedi, tu demandais Twitter spécifiquement par rapport à LinkedIn. Moi, je t'ai répondu sur le personal branding en disant c'est pour tout le monde. Dans les faits, si tu es Ops ou Sales, je pense que tu auras plus à gagner à être actif sur LinkedIn que tu ne vas gagner à être actif sur Twitter. Et sur Twitter, tu vas avoir des niches très spécifiques. Tu vas avoir pas mal de marketing digital, pas mal de cours et de formations, une grosse dominance crypto, évidemment. Je veux dire, les communautés crypto, Twitter versus LinkedIn, c'est incomparable. Donc, il y a quand même des niches. Après, pour revenir sur ce que tu disais, c'est quoi le Twitter game? Qui gagne de l'argent? Moi, je vois énormément d'entrepreneurs gagner de l'argent. Donc, tu as cité Peter Levels, il y en a pas mal d'autres. Moi, je pense à un Arvid Kahl, par exemple. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, mais en gros, Non, je c'est vois pas un du tout qui c'est. founder de SaaS. C'est un founder de SaaS, il l'a revendu, il en est parti et maintenant il est super bon pour vendre du content, euh, des, des livres sur comment revendre son business, des livres sur grossir une audience Twitter et tout. Et ce gars-là, il a une approche assez unique d'ailleurs de Twitter qui est super cool. Euh, tu vas avoir, j'imagine, alors eux, honnêtement, mais c'est aussi parce que moi, je suis moins dans le crypto game que vous, je pense, mais j'ai l'impression que ça explose. C'est juste que moi, j'ai pas encore compris où passer l'argent, qu'est-ce qu'ils ont fait et tout. Mais en tout cas, je sais que si tu veux build un projet crypto et driver attirer plutôt des opportunités, c'est Twitter. J'ai un exemple, un truc commun maintenant, c'est les ghostwriters. Ça devient vraiment On un va en truc parler de ça. pas mainstream, mais ouais, qui existe pour de vrai. Et en fait, tu te rends compte que c'est un business qui a toujours existé. Tu vois, des plumes, des gens qui font. Avant, c'était réservé aux stars, en fait, qui faisaient écrire leurs bouquins autobiographiques par des ghostwriters. Et c'est devenu un vrai truc. Moi, je connais, par exemple, je peux pas citer son nom parce que c'est pas forcément très sympa, mais c'est un founder qui ses autres activités, on va dire, marchent pas trop, tu vois, et il patauge un peu et il n'arrive pas à driver pas mal de revenus. Il s'est mis au ghostwriting il y a un mois, il a 4 clients. Les clients, ils payent chacun entre 800 et 1000 dollars par mois. Bon, bah, ça lui fait son revenu qui lui permet de build tout le reste, quoi. Ouais. Donc non, il y a quand même, il y a Ouais, vachement de moyens de faire de l'argent sur Twitter.
Le marché du ghostwriting, ça a l'air d'être un truc gigantesque et c'est un peu dans ce rabbit hole que je suis tombé. En fait, ça a démarré par la conversation qu'on a eue. Donc, en fait, j'ai envoyé il y a quelques jours, semaines, pendant que j'étais en vacances, un message à Thomas parce que je lui ai dit, écoute, j'aimerais me mettre plus sérieusement à la création de contenu sur Twitter. Et je sais plus ou moins les idées que j'ai envie de véhiculer, mais j'ai pas envie de prendre le temps de les écrire et de les structurer, de faire un vrai planning. Donc, je lui ai dit, est-ce que tu connais des ghostwriters? Je ne sais plus si tu m'en as mentionné quelques-uns ou pas, mais ça avait l'air compliqué de trouver un ghostwriter sur Twitter. Ça avait l'air compliqué. Et puis, je suis tombé dans le rabbit hole des ghostwriters. Et maintenant, je n'ai que ça. Genre, j'ai une liste Twitter. Ce n'est que des ghostwriters. J'en ai une cinquantaine. Tout prix différents, services différents. Enfin, vraiment, j'ai ma petite liste. Et surtout, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des mecs entrepreneurs, créateurs de contenu, des podcasts américains, etc., que Soliton et moi, on suit, qui écrivaient des threads ultra viraux. Et j'ai découvert par la suite qu'en fait, ils faisaient appel au ghostwriter à qui j'avais parlé 2 jours à l'avance. Et donc, j'ai demandé les devis à tous les ghostwriters, etc. Et j'ai vraiment réussi à me faire une espèce de menu. Et maintenant, je sais que si je veux de la qualité moyenne, je vais chez lui. Si je veux de la qualité un peu plus haute, je vais chez lui. Et si je veux un mec spécialisé sur un certain sujet, je vais chez lui. J'ai rencontré récemment un ghostwriter qui s'est focalisé sur, sur la crypto. Donc, en fait, il écrit pour les founders de boîtes crypto. Et il ne fait que ça. Et évidemment, il charge le double ou le triple d'un ghostwriter traditionnel. Tu as donné des prix, hein, c'est 800. Les prix que j'ai eus, c'était entre 800 et 2000 $ par mois pour un nombre donné de trades par mois. Et après, tu as des mecs un peu plus haut niveau. Et là, ils te vendent ça 5, 6, 10 000 $. J'ai eu des devis à 10 000 $. Mais alors, ils te donnent des outcomes sûrs. Ils te disent, écoute, on est sûr qu'on va t'amener on va te donner 10 000 followers par mois. Et alors, ils te disent comment ils vont faire. En fait, ils ne vont pas que créer du contenu. Et j'aimerais bien qu'on parle de ça aussi. Il y a 2 choses sur Twitter. Il y a créer du contenu et, enfin, 3 choses. Il y a définir ta verticale et de quoi tu vas parler. Si tu parles de tout, si tu parles de 10 sujets à la fois, c'est comme dans le business, tu vas perdre les gens et tu vas pas créer de la récurrence dans la tête des gens parce que tu parles un peu de tout. Il y a des exceptions à ça. Il y a des personnes qui sont des personnalités en dehors de Twitter, des stars, Oui, mais ça, c'est autre des chose. mecs. Ça, c'est autre chose. Mais si tu démarres de Twitter avec tes personnes, normalement, il faut que tu canalises sur 1 ou 2 ou 3 sujets maximum. Les mecs qui canalisent sur le digital marketing, ils vont te parler de écriture, digital marketing, et ils ont tous au 3e volet self-improvement. Ils vont tous te parler un peu de productivité ou de comment devenir une bonne personne. Et là, on a un peu, Saliton et moi, on a un peu une dent contre ça parce que c'est très facile de faire du gourou sur Twitter quand en fait, c'est très dur d'être un vrai gourou dans la vie et d'essayer de devenir une personne vraie et unique. Euh, et, euh, et donc, il faut définir tes piliers. Après, il faut créer le contenu et la récurrence. Tu le sais autant que moi. Peut-être que tu as même des chiffres très concrets à nous partager. Mais sur Twitter, il faut tweeter X fois par jour, par semaine. Les threads, ça marche mieux que les tweets, et ainsi de suite. Il y a des modèles à suivre, il y a des choses à suivre. Et honnêtement, j'ai vu des comptes grossir très vite avec du contenu qui n'était pas très quali, mais qui poussait à l'engagement et au retweet. Alors que le fond même du contenu n'est pas dingue, mais la forme elle y est, et c'est une forme qui marche. C'est du copywriting, il y a un art pour savoir vendre. On peut vendre un produit comme on peut vendre le fait que ce que j'ai écrit est intéressant, vas-y, partage-le, même si fondamentalement, ce que tu écris n'est pas forcément très intéressant. Et après, il y a un 3e pilier que beaucoup de ghostwriters m'ont proposé qui coûte plus cher dans les services, c'est on va faire en sorte que ton contenu soit distribué. Et c'est de ça que je veux parler. Donc, il y a la création de contenu pur et dur, et puis il y a, si tu veux, si ton sujet à toi, c'est le digital marketing et le copywriting, ben nous, on a une pool de comptes Twitter qui ont plusieurs 50 000, 100 000, 200 000 abonnés, qui sont déjà implémentés. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va les payer pour qu'eux redistribuent ton contenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils retweetent. Et là, c'est des services en général qui coûtent plus cher, et qui sont une espèce de hack, entre guillemets, pour pouvoir aller plus vite dans la distribution de ton contenu. Et en fait, quand tu sais ça et que tu sais qui sont les personnes qui font payer pour ça, et tu rétro-engineers un peu leur fil d'actualité, ça devient très malsain et dégueulasse. Parce que tu as des comptes
que tu estimes, on va dire, et après, tu les vois retweeter plein de choses, et tu sais que ces retweets ont été payés, et que la qualité fondamentale de ces retweets, elle est nulle, mais qu'ils ont été d'accord pour distribuer ce contenu à leur audience, même si le contenu fondamentalement est naze. Et c'est là-dessus que moi, personnellement, j'ai un peu du mal, parce qu'il y a vraiment des mecs qui apportent Ouais. beaucoup de valeur, et après, je vois les gens tweeter des trucs, mais genre, je me dis, mais c'est pas possible que tu retweets ça. Ça a aucun... Enfin, on voit que dans ta création de contenu, ce que tu fais, c'est très intelligent, c'est très recherché, et à côté, tu acceptes de retweeter un truc qui est pas du tout recherché, mais c'est quelqu'un qui est juste plus petit que toi qui t'a payé pour monter, si tu vois ce que je veux dire. C'est juste un avis, en fait, c'est un Je avis vois personnel. complètement ce que tu veux dire. Mais je sais pas Ouais, si bah, toi, tu as y a d'autres pas insights sur forcément ça. de. Bah, moi, je sais que ça existe. On m'a déjà proposé de retweeter des gens pour de l'argent. Euh, Moi, j'ai pas envie de le faire. Euh, je pense que il y a une grande méprise. Et ça, c'est mon avis aussi, hein. Il y a une grande méprise sur c'est quoi ton but quand tu arrives sur Twitter, tu vois. Hmm. Et beaucoup de gens, ils voient la métrique follower ou like comme étant vraiment le truc le plus crucial, comme si c'était le goal final. Or, ça l'est pas. Ou peut-être que pour des gens, je dirais, dont le business n'est pas ultra quali, peut-être que ça l'est, tu vois, ils jouent sur la masse et il y aura 0,5% des gens qui vont vraiment être intéressés par ce qu'ils écrivent et tout. Et tout ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait écrit 100 000 followers. Ils s'en foutent si c'est des bots ou des vrais gens. Enfin, voilà. Euh, Moi, perso, je suis pas fan du procédé non plus. On m'a déjà proposé des deals comme ça que j'ai pas pris. Euh, et, euh, et voilà, ça me plaît pas des masses. Moi, j'essaye, tu vois, genre, moi, je vais essayer d'appliquer des principes de copywriting pour véhiculer une idée ou une nouvelle d'une manière plus impactante pour que ça fonctionne et pour que ça reach. Mais à la fin, mon but, c'est pas d'être follow. Mon but, c'est d'être follow par des gens pertinents qui vont être intéressés par ce que je Rejeté. vais Ouais. dire. Enfin, donc c'est une approche court-termiste, long-termiste. Moi, au Hmm. début, j'étais très follower parce que tu arrives, tu démarres et tu es genre, je sais pas, tout le monde a toujours parlé avoir des followers et tout. Ouais, mais en fait, moi, j'ai commencé à moins croître depuis sur Twitter depuis, je sais pas, je dirais 2, 3 mois. Mais c'est aussi parce que j'ai pas mal changé mon fusil d'épaule. Et maintenant, quand je publie des trucs, j'essaye de systématiquement avoir envie de publier ce que je publie, tu vois. Et avoir envie que les gens qui vont s'abonner parce que j'ai publié ça soient contents du reste de ce que je vais publier. Hmm. Donc moi, ça, c'est mon approche. Elle est un peu plus moyen, long-termiste que d'autres. Euh, je ne Et suis pas forcément fan du process d'aller se build une audience avec du contenu moyen. ouais. Voilà. Après, il y a une alternative à ça, et ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes donc, que tu connais, dont JK et d'autres véhiculent aussi. Euh, c'est fais-toi des potes qui ont de l'audience, et en fait, crée une relation privée avec eux, et si elle est sincère, en tout cas, si elle a oui, on va dire si elle est sincère. La Ça commence personne mal quand même. va, ouais, ouais, elle va avoir un œil sur toi et elle va potentiellement te retweet sans que tu l'aies payé. Et là, je l'ai vu pareil. Il y a des mecs qui vendent des formations. Donc, je vais peut-être même en acheter une donc, pour t'apprendre à grossir sur Twitter. Typiquement, la formation euh, c'est pas Brandon, je crois, un truc comme ça. Euh, c'est un mec, c'est un Asiate avec. Je vais juste vérifier si c'est son blaze. Non, c'est pas Brandon. Tu le connais. Si, c'est Brandon Zhang. Et l'autre, c'est Adit 7. Je sais pas si tu les connais, Adit, ces ouais. mecs-là. Ouais. Eux, Adit, ils ont une ouais, je les connais. formation. Ouais, tu vois, ils ont une formation. Et, et par exemple, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes comme ça. Il y a aussi Sheep 30 Sheep, là. Donc, c'est une autre Shape 30 formation. for 40, là. Voilà, 30 voilà, for 40, ouais, machin. exactement. Et tous ces mecs-là, donc, ils vendent une formation. Et en fait, ils ne vendent pas que le contenu et t'apprendre à écrire des tweets et t'apprendre à le poster au bon moment, t'apprendre à utiliser Tweet Hunter, etc. Mais une fois que tu es dans leur cercle et ils savent que tu es client chez eux, ils vont accepter plus facilement de te retweeter. Et forcément, les mecs ont 50, 100 000, 200 000, 300 000 abonnés. Et en fait, c'est comme si tu payais un influenceur pour te retweeter. C'est juste que tu as payé la formation, tu as mis beaucoup d'énergie dedans. Eux voient, parce qu'ils ont un œil sur toi, vu que tu es
étudiant pendant la cohorte et il voit que tu es en train de mettre de l'effort et donc il veut te donner un coup de pouce et ils vont plus facilement te retweeter. Ouais. Bah, là-dessus, pour le coup, mon avis, il est un petit peu différent. Je vois pas ça, je trouve pas que ce soit très différent d'aller payer 15K ton année en en école de commerce pour accéder et à la fin, tu vas accéder au réseau de l'école. Et quand tu vas sur LinkedIn et que tu mets, j'ai fait HEC Polytechnique ou même des écoles de quatrième niveau là, bah, les gens, voilà, il y a un sentiment d'appartenance, il y a un sentiment de, bah, t'es mon étudiant, tu payes, t'es mon client en fait, bah, évidemment, je vais t'accompagner dans le fait d'aller atteindre ton objectif. Donc, pour moi, mon avis là-dessus, il est assez différent. C'est pas, il y a pas un lien contractuel qui fait que la personne en face, elle est obligée de faire ce pourquoi tu as payé. Elle est juste incitée, tu as un alignement des intérêts Mhm. qui fait que, bah, en fait, ouais, tu Alors, as moi, mon envie avis de là-dessus, c'est filer que un coup de main. j'ai pas d'avis négatif, au contraire. Hein. Bon, moi, je Ouais, disais, en fait, je trouve ça très bien, tu vois, et je comprends pourquoi ils le font. Et effectivement, si je retweet mon étudiant et que mon étudiant est motivé, et du coup, il va se donner encore plus de mal, il va grossir encore plus vite, bah, c'est un testimonials pour la future cohorte. Regardez, lui, il a grossi vite, tu vois. Donc, moi, au contraire, enfin, du coup, j'ai pas compris si ton avis était positif ou négatif ou neutre, mais moi, en tout cas, il est positif dans ce assez type de neutre. marche-là. Ok. Ok. Moi c'est assez neutre. Je pense que ce qui est important, c'est que quand même, tu délivres un enseignement, Hmm. quelques learnings Oui, que la personne derrière va pouvoir appliquer qui vont lui servir à clairement. quelque chose. Si c'est de l'achat de retweet déguisé, bah non, c'est de la merde. Hmm. Mais Autoricard, ouais, ouais. si c'est vraiment un truc un peu qualitatif, où tu as appris des trucs, et en plus, évidemment, il y a de l'entraide et un côté communauté dedans, c'est pas différent de grand-chose de ce qui Ouais, existe, et why not, quoi, enfin. tout à fait, tout à fait. Et pour finir sur le marché des ghostwriters, bon, du coup, j'ai découvert que le marché des ghostwriters en anglophone, il est gigantesque. Ouais. Euh, et par contre, j'ai découvert que le marché des ghostwriters en francophonie, enfin en francophone tout court, il est beaucoup moins. Alors, le marché est plus petit, mais les gens qui proposent des services de ghostwriters est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit. Et j'ai rencontré en fait des ghostwriters français focus sur Twitter qui arrivent à dégager 5 chiffres de chiffre d'affaires par mois en très peu de temps, juste parce qu'en fait, il n'y a pas de concurrence et que le besoin reste le même. Mais Même ça, si l'audience c'est... Twitter est plus petite, mais en francophonie. Mais du coup, il y a une vraie opportunité à aller chercher là-dessus. Et j'ai l'impression, je ne sais pas si toi, tu vois qu'il y a autant d'offres sur le marché anglophone que francophone, mais j'ai l'impression que sur le francophone, elle est beaucoup plus faible et il y a un vrai truc à aller chercher. Et si des gens dans l'audience sont bons en écriture et s'ils sont bons sur Twitter, parce que savoir écrire, c'est différent que savoir écrire sur Twitter, et qui veulent utiliser Twitter pour les aider. Je ne sais pas si vous avez une version francophone, je pense que oui. En Non. français en tout cas. Ah merde. Mais en tout cas, il y a un vrai truc à aller chercher là-dessus. Et j'ai rencontré deux personnes, dont une qui en moins de 6 mois, sans rien connaître au ghostwriting et sans rien connaître au copywriting, a réussi à avoir un recurring de 5 chiffres. Euh, J'étais là en mode, Ouais. mais Mais super quoi. Enfin, genre. l'opportunité, ouais, c'est une belle niche, ça, effectivement. Je pense qu'il y a les mêmes niches, pour ceux qui nous écoutent, s'il y a des bilingues espagnols, s'il y a des, des Ouais. bilingues arabes, voilà, genre, véritablement, le ghostwriting anglophone, il y a énormément d'offres, il y a aussi énormément de demandes, mais en gros, le marché anglophone, c'est le bordel. Parce que n'importe qui peut claim que il écrit pour des top CEO, des high-level execs ou je ne sais quoi, et annoncer son prix. De toute façon, c'est un business qui est tellement sous le radar que c'est très difficilement vérifiable et tu as des bonnes chances en tant que client de toi te faire un peu pigeonner en choisissant quelqu'un. Hmm. Et tu as des grandes chances en tant que bon ghostwriter d'avoir du mal à te vendre, l'arabe, n'importe. Ouais, il y a des énormes opportunités. Je me demande si l'opportunité, elle n'est pas plus sur du LinkedIn que sur du Twitter, d'ailleurs. C'est une question que je me pose. J'ai pas forcément de certitude Hmm. par rapport à ça. Ce que je remarque, tu vois, c'est que sur LinkedIn, tout le monde est là pour une raison professionnelle et tout le monde a un but, quoi. C'est pas vraiment de l'entertainment.
Et du coup, tu as plus de budget, tu as plus d'audience, tu as plus de reach, tu as plus d'engagement, tu as plus de tout, en fait, de par le fait que c'est un réseau vraiment dédié aux professionnels. Donc, je pense que sur LinkedIn, le LinkedIn Ghostwriting, il y a des choses à faire aussi. Salutant, tu avais un truc que tu voulais... Pour rebondir, aujourd'hui, sur Product Hunt, donc on est le 8 septembre Ah oui, 2022. ouais, vas-y. Justement, Aujourd'hui, je voulais essayer de parler de ça, mais vas-y, vous avez pardon. lancé un truc sur Product Hunt qui permet, et pareil, exactement la même stratégie, c'est-à-dire du engineering marketing. Vous créez des tools qui sont en effet proches dans le contexte de votre tool qui rapporte de l'argent. Et en fait, ça vous fait un canal d'acquisition tout à fait légitime qui vous permet de filtrer automatiquement les gens qui seraient potentiellement intéressés par tel ou tel service que vous vendez derrière. Ça, c'est un truc qui fonctionne depuis la nuit des temps. Enfin, depuis la nuit des temps. C'est pas vrai. Je pense que les premières fois où j'en ai entendu parler de ce réflexe de vouloir construire du tooling en parallèle de son tool principal, c'est quand je regardais les vidéos de la Growth Tribe sur YouTube à l'époque. Et eux commençaient à en parler. Je pense que c'est un truc qui a été très vite développé par les startups parce qu'elles peuvent être réactives plutôt que les grands groupes, mais ça fonctionne de manière générale assez bien. Donc aujourd'hui, pour revenir sur le point principal, vous avez lancé sur Product Hunt un tool qui permet à partir de liens Twitter ou autres, créer un PDF et ce PDF, il est partageable sur LinkedIn et c'est cette fameuse feature LinkedIn de publication où automatiquement LinkedIn détecte qu'il y a des pages et donc les gens peuvent tourner les pages sur LinkedIn. C'est ce qu'on appelle un carrousel. C'est ça. Alors, comment est-ce que j'ai découvert ça? Parce que j'ai vu que sur Twitter, Thibaut, ton associé, disait c'est chiant, on build en public et qu'il y a des gens qui nous volent nos idées un peu à l'avance. Est-ce que tu as eu le temps, depuis que vous avez commencé à bosser ensemble, d'abord, à quel point vous êtes public et pas public? Est-ce que vous avez des dashboards qui sont open? Parce que j'ai tapé /open sur le site web et j'ai rien trouvé, donc peut-être que c'est juste moi qui n'ai pas mis la bonne URL. Et ensuite, euh, quel est ton retour là, à chaud ou plus ou moins réfléchi sur est-ce que ça vaut la peine de build en public ou pas? Quel est le pour, quel est le contre? Et si c'était à refaire, est-ce que tu ferais de la même chose? Est-ce que tu comptes changer? Est-ce que vous comptez changer ou pas? Ouais, on a été un peu échaudé par quelques expériences, ça c'est vrai. Euh, bon, en gros, nous, on a été public, mais tout en choisissant ce qu'on partageait quand même. Tu vois, genre on n'avait pas un dashboard avec toutes nos datas. On n'a jamais eu un /open où n'importe qui peut se connecter, voir nos métriques et tout, voir notre roadmap ou ce genre de trucs. Par contre, on a build in public dans le sens où on partage à l'avance des choses qu'on va faire, où on partage des métriques de revenus, parce que ça, c'est un truc qui attire toujours l'œil sur Twitter et qui fonctionne bien. Après, on choisit quand même ce qu'on partage. Et on a eu des aventures, des trucs qui ne se sont pas très bien passés, où parfois on annonce des launchs de features ou un product hunt ou des trucs comme ça. On le fait 10-15 jours à l'avance pour voilà, un peu stir the pot, tu vois, et, genre, et être sûr que les gens sont un peu chauds pour le jour du launch. Puis, tu sais, tu as le concurrent qui arrive la veille qui fait son PH la veille, qui annonce la même feature la veille, ce genre de truc. Donc, j'avoue qu'on est un petit peu moins chaud maintenant pour partager beaucoup nos trucs. En tout cas, on partage beaucoup plus last minute qu'on ne partageait avant. On va pas te dire le mois prochain, on sort quelle feature. Ça, on ne fait pas. Et est-ce que ça vaut le coup de building public? Moi, je pense que ouais. Je pense que c'est des super idées de contenu. Mais personnellement, je pense pas que je ferais des boîtes avec une transparence totale sur ce qui va se passer dans les prochains mois et chaque métrique clé de la boîte. Je pense que toute la valeur qu'il y a à retirer pour un founder dans le building public, elle peut être faite de manière ponctuelle en choisissant ce que tu partages. Ça, je vous l'accorde, du coup, c'est pas de la transparence, c'est du building public. Tu partages des choses que des très grosses boîtes ou des boîtes moyennes vont pas partager.
mais tu choisis quand même un peu ce que tu fais. Et notamment parce que tu n'as pas envie t'as pas envie de te faire couper l'herbe sous le pied. En fait, ça nous est arrivé 4-5 fois. Hein. Au bout de 4-5 fois, tu commences à être un peu saoulé, quoi. Donc ouais. Ok. Jedi, tu avais une question à poser quand je dis la date, tu as dit j'ai quelque chose à dire par rapport à ça. Ouais, Alors, je non, veux non, savoir. c'est par rapport à l'acquisition d'un tool. Donc, il y a une histoire que je ne sais pas si c'est toi ou Thibaut, ton Ouais, associé, qui l'avait partagé, mais vous avez fait l'acquisition d'un outil, ça s'est fait très, très vite. Donc, vous avez vu quelqu'un qui a lancé un outil, vous vous êtes dit, ah, le trafic qu'il va générer pourrait nous être utile. On lui fait une offre de rachat et vous avez intégré cet outil. Et après, il y a eu un résultat plus ou moins satisfaisant ou pas du tout. J'aimerais bien que tu reviennes sur cette histoire. ouais. Comment vous avez spoté l'outil? Quel est le déclic dans votre tête qui s'est passé? Comment vous avez fait de l'offre de rachat? Et est-ce que au final, c'est ROI positif ou pas du tout? Ouais, avec plaisir. Alors, l'outil, c'était un générateur de posts LinkedIn qui utilise de l'IA pour générer des posts LinkedIn, ce qu'ils appellent cringe en anglais. Donc vraiment le côté un peu, c'est le post LinkedIn qui tape bien dur sur les grosses ficelles du post LinkedIn. On en a déjà beaucoup vu des posts comme ça. Du coup, c'était super drôle, quoi. Et nous, on se considère comme une boîte qui prend Twitter et LinkedIn au sérieux, mais on se marre aussi pas mal dans ce qu'on fait. Et on aime bien. On avait fait il y a quelques mois un quiz de tweets de Elon Musk. Enfin, on ne fait pas que des trucs sérieux tout le temps. Et, euh, et on a spoté ce truc-là. On a trouvé ça assez marrant. Mon associé a contacté le founder, je crois, sur LinkedIn. Parce qu'on c'était un truc qu'on avait déjà fait auparavant, c'était d'acheter des trucs qui se lançaient parce qu'on trouvait ça marrant. Alors, parfois ça marche, parfois ça c'est pas ouf. Et, euh, et du coup, on l'a fait, on a négocié le prix. On a beaucoup négocié parce qu'au début, on était à deux extrêmes et on s'est vraiment retrouvé bien, bien au milieu. Et du coup, ROI positif ou pas, là, à l'instant présent, non, pas ROI positif. Je pense que dans 3 à 6 mois, ça sera ROI grave positif. Déjà parce qu'on a vraiment généré pas mal de volume sur Taplio, donc notre tool LinkedIn. Ça a fait pas mal de sign-up, genre plusieurs centaines de sign-up. Donc ça, c'est du MRR qu'on a déjà commencé à intégrer. Euh, et, euh, et en plus, ce que pour le coup, on n'avait pas du tout prévu, c'était qu'il y allait avoir la masse de backlink d'assez gros médias pour ce tool. On ne pensait pas, nous on avait juste vu un truc marrant, quoi. Il y a, je crois, il y a BuzzFeed, Gizmodo, Financial Times, The Guardian, enfin tous ces gros sites qui ont linké vers ce tool. Donc ouais, non, ça va faire du bien au SEO aussi, quoi. Génial. Trop bien. Moi, j'ai des questions un peu plus perso. J'ai vu que tous les deux, du coup, vous êtes toute l'équipe est en remote, j'imagine. Vous pouvez voyager un peu à travers le monde. Toi, à titre perso, et peut-être, peut-être d'ailleurs, si c'est plus intéressant, si tu penses que c'est plus intéressant d'en parler, à titre de fondateur de cette boîte-là, comment toi, tu t'imagines vivre les 2, 3 prochaines années? Euh, Est-ce que tu comptes rester en France? Est-ce que tu vas bouger ailleurs? J'ai vu passer des histoires de Bali. C'est quoi ces histoires? Si tu peux en parler, moi, ça Ouais, ouais, bien m'intéresse de sûr. savoir un peu comment tu te positionnes par rapport à ça. Euh, et ce que tu comptes faire en fait dans les prochaines années. Parce que du coup, là, vous êtes en train de build un business. Et même si vous développez des tools périphériques et que vous continuez à améliorer le tool principal, j'imagine que vous allez avoir de plus en plus de temps, de plus en plus de finances disponibles. Et comment tu vas utiliser tout ça? Qu'est-ce qui t'intéresse d'autre? Est-ce que tu as d'autres passions? Enfin, est-ce que tu as des passions que tu comptes suivre dans les prochaines années? Tout ça, ça m'intéresse juste pour avoir en gros une perspective un peu plus globale sur, OK, il y a quelques temps, tu étais toujours employé, tu avais fait une expérience entrepreneuriale avant, et maintenant, tu as build un tool, et finalement, ce tool, euh, il a atteint déjà 1,5 million ARR, ce qui est énorme à deux personnes plus 3, 4, 5 freelance.
Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Comment est-ce qu'on envisage l'avenir? Est-ce que tu es serein sur l'avenir de ton tool ou est-ce que tu penses que Twitter va sortir grosso modo des features comparables? Voilà, un peu tout ça. Genre avoir une perspective Ouais. un peu plus globale sur then what? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ouais. Euh, déjà, moi, j'ai un truc un peu particulier, c'est que j'ai eu une nez creux une semaine avant le confinement, le premier, là, de mars 2000, je sais plus quoi. J'ai déménagé à la campagne avec ma copine. Très bien. Et là, on s'est barré et on est retourné vivre en ville. Je vis à Bordeaux maintenant. Euh, et, euh, et déjà, rien que ça, je viens d'opérer un changement de vie assez significatif. Autant on était proprio de notre maison avant, autant là, on a pu acheter à Bordeaux un truc cool grâce au fait que je suis justement, pour répondre à ta question, assez serein par rapport à l'avenir. En tout cas, je suis serein par rapport à l'avenir du business Mm. qu'on a monté. J'ai assez peu de doutes là-dessus. Sur où est-ce que je serai pendant les 2-3 prochaines années, je vais rester à Bordeaux. Mon associé, il est à Bali. Ok. Lui, il a une femme, une fille, et actuellement, ils sont dans une situation où ils peuvent se permettre de voyager plus facilement que moi. Moi, ma copine, elle est à Bordeaux, elle a un business ancré localement de traiteur, tu vois, donc tu peux Ok. pas faire ça en remote à Bali, quoi. Du coup, moi, je reste, et puis je pense que 2-3 fois par an, je vais aller faire des séjours courts, mais à l'étranger, parce que je peux et que faut en profiter tant qu'on peut encore, quoi. Et voilà. Et puis après, mes autres passions, ouais, je pense que il me faut encore un petit peu de sous, mais j'aimerais bien aller faire des trucs dans le vin, investir dans le vin à un moment. Ça, c'est un domaine qui m'intéresse. J'aimerais bien faire un peu d'IMO, voilà, mais je suis pas encore à ces niveaux-là de wealth Mm. qui vont Non, me bien sûr, permettre ouais. de faire ce genre de truc, mais dans un an peut-être. Ouais. Ouais, ok, génial. Tu regardes un peu la crypto, tu t'intéresses un peu à la crypto, tu as un wallet, tu fais des trucs là-dedans? J'ai un wallet. Ouais. J'ai acheté, comme tous les gros troufions, j'ai acheté au moment où j'ai quand même eu, genre, j'ai eu 3 mois de beau temps, quoi. Et puis Ok, après, ça s'est l'orage, la pété la gueule pendant un tempête. Ouais. moment. Et j'ai dérisqué, c'est-à-dire que j'ai sorti ma mise d'origine. Et là, il me reste un peu du petit profit maintenant Mm. que j'avais mis. Voilà, honnêtement, je m'y intéresse, mais j'arrive pas à vraiment comprendre. Et du coup, je trouve que moi, sur ce sujet-là, ce dont je manque, c'est le regard d'un investisseur qui a mis vraiment beaucoup d'argent dans plein de projets crypto et que cette personne-là, elle m'explique, mais vraiment pourquoi c'est aussi dingue, quoi. Et pourquoi ça va vraiment tout changer. Genre, là-dessus, je suis vraiment un peu un follower. Mm. Je regarde les trends et tout, je m'y intéresse, mais c'est pas du tout mon expertise, j'y comprends pas grand-chose. Ouais, demain, j'aurais 10 000 balles à investir, je les mettrais pas en crypto parce que je saurais pas où les mettre. Ouais, bien sûr. Ce que je te conseille de faire, alors du coup, c'est de trouver cet investisseur et lui poser la question à deux moments dans sa vie, en bull market et en bear market. Ouais, Et tu vas je voir, pense à mon que, avis, que pour la plupart, les réponses vont varier. ouais, il y Euh, a moyen. et c'est ça tout l'enjeu de la crypto d'ailleurs, c'est de tenir malgré Ouais, les difficultés. bien sûr. Jedi, tu as des questions, tu as des trucs périphériques que tu veux demander? Attends, ce mot périphérique, il est resté dans ma tête là, je vais le réutiliser plein de fois. Non, 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 c'est très complet. Toi, est-ce que tu veux nous dire quelque chose, Tom? Tu voulais nous parler de quelque chose? Tu es roue libre, donc tu es en roue libre, Ouais, donc tu dis ce que tu veux. et bah carrément. Bah déjà, je veux vous remercier parce que moi, je passais un bon moment. Je pense que je vais pas écouter cet épisode parce que je déteste m'entendre. Genre, en plus, je Mais sais que j'ai c'est une pareil voix pour grave nous. et tout, que Non, non, mais j'entends on pas. Ah déteste. ouais, On vous regarde écoutez jamais. jamais? Non, non, Ah ouais, jamais, jamais. cool. Il faut pas. Il faut Euh, pas. non, et moi, il y a un truc. Alors, je pense que vous pouvez répondre à cette question et puis surtout, c'est pour les autres auditeurs aussi. J'ai appris que vous aviez organisé, je sais plus trop quand, un ou plusieurs week-ends avec des auditeurs de FarmSpot. Mhm. Et du coup, je me demande,
pour quelqu'un qui aurait envie de participer à un truc comme ça, comment il s'y prend, qu'est-ce qu'il doit attendre comme news, où est-ce qu'il check l'annonce, comment ça se passe, parce que moi, je suis juste un auditeur, je suis pas dans la communauté ou les trucs Ouais. comme ça. Mais Et du coup, voilà, ça passe, voilà. Donc, comme ça, au moins, je sais où me tenir informé, quoi. mais tu vois, là, tout le problème est là. Il faut pas être qu'un auditeur. Il faut être dans la Oui, bah commu. ouais. Non, je rigole. Non, mais en vrai, c'est vrai, on a organisé un week-end au ski de 3 jours. C'était génial, on s'est tous très très bien amusés. Et ce qu'on a déjà partagé dans d'autres épisodes et que je vais répéter maintenant, désolé pour les auditeurs assidus, c'est que la plupart du temps, la plupart du temps, on a remarqué que presque 40% des gens qui se sont rencontrés pendant ce week-end ont fini par bosser d'une façon ou d'une autre ensemble, sur des sujets en tant qu'employé ou en tant que freelance ou en tant qu'associé. Et ça, c'était vraiment super cool de voir ça. Donc, comment tu fais? On a une communauté qui est ce qu'on appelle NFT gated, c'est-à-dire qu'il faut avoir au moins un petit NFT pour pouvoir la rejoindre. Je pense que le plus bas, là, il doit être Je au vois pas le cours genre. actuel de l'Ether, je crois que c'est 30-40 $ one time, donc ça, c'est pas fou. Euh, Ça fait toujours plaisir en plus de voir qu'il y a des gens qui rejoignent la communauté. Là, on est une vingtaine et on va d'ailleurs réorganiser bientôt un nouveau petit week-end Oui, slash parce qu'il y a, randonnée. il y a différents NFT, Ouais, et chaque NFT donne accès à différentes choses. Et le légendaire, qui est le NFT Ultime, lui, il donne accès à tout, dont les événements qu'on organise. Euh, mais par contre, il y a l'histoire de la randonnée, tu peux en parler parce que celui-là, il est un peu particulier. ouais, la randonneuse, c'est vraiment open bar. Tous les gens qui ont le petit NFT seront, même les gens qui ont que le petit NFT pourront y participer. C'est genre, on va partir pendant 3-4 jours. Enfin, non, je dis 3-4 jours. Ce sera 2-3 jours grand max, à mon avis, en forêt, en rando, sac à dos, euh, s'asseoir tous autour du feu et partager les bonnes histoires qu'on peut pas forcément tout le temps partager en public. Exactement comme tu l'as dit, on choisit, l'air de rien, on choisit quand même tous les sujets qu'on veut aborder ici. Il y en a plein qu'on voudrait aborder avec la plupart de nos auditeurs ou avec d'autres personnes qu'on ne peut pas faire face à tout le monde, face au monde entier. Et ce monde entier, il est pas énorme qui nous regarde pour le moment, mais on ne sait jamais. Voilà. Et donc voilà, c'est un peu l'idée. Et on va faire ça 1 ou 2 fois par an, et plus des petits restos, des verres, etc. Ouais. Mais c'est bon enfant. Et l'objectif, c'est vraiment de se faire des potes. C'est vrai, c'est pas la sortie scolaire où on dit aux gens, eh, allez sur le train chouchou et on vous revoit dans 10 minutes pour le petit sandwich qu'on vous a préparé. Enfin, tu vois, donc c'est vraiment, vraiment bonne ambiance. En tout cas, jusqu'à présent, ça l'a été. Est-ce que j'avais d'autres questions, moi? Est-ce que j'avais d'autres questions pour toi? Je pense pas. Moi, j'ai été très content de découvrir TweetHunter aujourd'hui. Jedi m'en a parlé plusieurs fois. Il m'avait bien briefé là-dessus. Mais c'est son domaine, tout ce qui est distrib Twitter. Donc, moi, je le vois tweeter à longueur de journée en ce moment et je me dis, il y a un truc. Déjà, il fait en général pas grand-chose sans arrière-pensée, c'est qu'il y a un truc. Et là, je viens de comprendre un peu plus ce qui se Ouais. trame. Après, j'ai du mal, hein, attention, j'ai beaucoup du mal avec Twitter parce que moi, le mal que j'ai, c'est de définir mon pilier de contenu, en fait. C'est que, en fait, si je réfléchis à Twitter comme un outil de lead generation, en fait, je vais me dire, OK, quelle est l'activité de ma vie qui me rapporte le plus en termes d'assets ou d'actifs ou d'argent? Et je me dis, OK, je vais créer du contenu pour générer des leads pour cette activité-là. Et en fait, si on réfléchit actuellement, donc je gère le Crypto Fellowship. Donc, en fait, mon public cible, c'est les entrepreneurs qui veulent créer des boîtes dans le Web3. Donc, si je devais être stratégique et malin, je devrais juste créer du contenu sur du Web3, du contenu plutôt débutants, entre guillemets, ou des nouveaux développeurs qui veulent s'intéresser au Web3 vont trouver mon contenu inspirant, vont me découvrir et vont du coup aller sur le site, s'inscrire pour participer à un batch. Et ça, c'est la façon la plus héroïque positive à court moyen terme pour moi. Euh, c'est la stratégie la plus héroïque positive à court terme pour moi. J'ai un dilemme, c'est que je n'aime pas parler que d'un seul sujet, et ce podcast en est l'exemple. C'est que j'ai plein de sujets sur lesquels je veux parler, et je pense que j'ai plein de sujets sur lesquels je peux écrire des choses intéressantes. Mais c'est dur de grossir sur Twitter et de se faire entendre quand, comme on le disait, tu parles de plusieurs sujets. Tu peux parler de sujets très annexes. Par exemple, si tu peux parler de copywriting, de digital marketing et de sales en même temps, parce que c'est annexe.
Mais c'est dur de un jour faire du Web3, le jour d'après de parler d'une histoire intéressante de vie que tu as découvert, et le jour d'après, tu as vu un documentaire sur la mafia et tu as envie d'écrire un thread sur comment tu trouves que la mafia italienne à New York des années 70, elle gérait la ville comme on gère une entreprise. Tu vois, je trouve ça très dur de d'écrire du contenu sur différents types de piliers et de quand même attirer le public que tu as envie d'attirer. Ouais. Et de le faire de façon efficace. Ou alors tu t'en fous. En fait, tu réfléchis pas en termes d'ROI positif, juste tu crées du content. On pourrait faire ça aussi. Ouais. Bah, Bon. c'est des approches ouais, hyper différentes. Moi, j'ai envie de te dire, bah, faut que tu te focuses. Oui, Et c'est comme ça évidemment. que tu auras le plus de results. Mais moi, je me l'applique pas forcément, ça. Je pense qu'il y a un truc, je sais pas, peut-être que là-dessus, toi et moi, on est un peu similaires, mais moi, je suis intéressé par plein de sujets, mais genre 10 000 sujets. Des idées business, j'en ai 10 000. Et ça me... Genre, pour continuer de faire un truc, j'ai besoin de continuer d'y prendre du plaisir. Donc, ouais, moi, je vais me faire peut-être une session par semaine, tu vois, qui va durer 1 heure et demie, où je vais créer du content pour ma semaine qui est sur ma niche, qui est spécifique. Et après, je vais pas m'empêcher, quand j'ai un truc qui me passe par la tête, quand j'ai une idée, un truc que j'ai envie de partager, qui est pas forcément directement en lien avec vraiment mon business, je vais y aller, quoi. Et du coup, je continue d'avoir du plaisir sur Twitter, même si effectivement, moi, j'ai pas envie de parler de comment grossir sur Twitter toute la journée ou comment grossir son business toute la journée. C'est pas les seuls sujets qui m'intéressent. Mais du coup, je prépare mon content là-dessus. Et ensuite, je viens ajouter des petites touches quand j'ai quelque chose que je trouve intéressant. Et Jedi, peut-être que je me trompe, mais si ton sujet c'est le Web3, je suis quasiment, étant donné que c'est un sujet qui est tentaculaire, ou en tout cas qui prétend vouloir être tentaculaire, c'est-à-dire se réapproprier exactement toutes les transactions de nos vies de tous les jours, je suis persuadé que tu peux, ça prend du temps, c'est beaucoup de recherche et c'est une façon de tourner les phrases qui est pas naturelle au début en tout cas, mais je suis quasiment sûr là en y réfléchissant que typiquement l'exemple de la famille new-yorkaise, d'une façon ou d'une autre, tu aurais pu le relier au Oui, Web3. oui, bien sûr. Euh, et en fait, justement, peut-être qu'en abordant ça, ton sujet Web3 avec des sujets qui paraissent à la base annexes, périphériques, je pense que tu pourrais très bien euh, changer la tweet line des gens qui sont sur Twitter. C'est-à-dire que d'habitude, on voit pourquoi, je sais pas moi, tel token va pumper, pourquoi c'est la nouvelle alpha du jour, pourquoi ça c'est révolutionnaire, etc. Et en vrai, si les gens revenaient avec une perspective des fois historique, des fois sociétale, des fois philosophique, euh, et même si tu pousses le délire plus loin et que tu veux parler de sport comme tu l'as fait récemment ou de nutrition, bah, le Tchad, c'est quand même un putain de mème qui vient à la base de la crypto, j'ai l'impression et qui, d'une façon ou d'une autre, tu peux le rattacher du coup aussi au développement personnel. Enfin, tu vois, genre, d'une façon ou d'une autre, il y a moyen de ramener tout à la crypto. Et alors, peut-être que ça paraît pas sensé de ce que je dis, mais j'ai l'impression qu'il y a une forme de sagesse là-dedans. Non, je vois tout à fait. Et, mais oui, donc il faut que je définisse ça et après je vais essayer de bombarder beaucoup plus de contenu parce que en plus, c'est drôle et ça crée des liens, l'air de rien. Ça crée des vrais Ouais. liens. Quand tu écris des choses intéressantes et que les gens le remarquent et qu'après ils viennent t'envoyer un message, tu discutes avec eux, ça crée des vrais liens. Hein. J'ai découvert Non, mais des super personnes en Twitter c'est DM. clair. Et, mais moi, avant, j'étais quelqu'un, genre limite, ça me faisait rigoler que les gens ils puissent avoir des amis en ligne, tu vois. Hmm. Genre, ok, what the fuck. Genre, c'est quoi ce gros geekos, quoi. Ouais. Et en fait, bah, ça a commencé à m'arriver, quoi. Et tu crées, ouais, il y a des gens, je leur parle plus qu'à mes amis de la vraie vie, entre guillemets. Et genre, ça me fait chier quand je leur ai pas parlé depuis longtemps, tu vois. Donc ouais, ouais, carrément. C'est au-delà des followers, des likes et des machins, tu crées des relations avec des gens qui vont devenir des opportunités ou pas. Mais où en tout cas, toi, t'es content de les avoir nouées, quoi. Mais c'est en fait, tout ce que tu viens de dire là, ça reprend tout un grand concept de Balaji
qui est ce philosopheur, ce philosophe roi de la crypto, qui dit en fait ce qui est génial avec Internet et ce qui est génial avec le Web3. Alors, je ne sais pas s'il est toujours là ou pas. Moi, je te vois frisé. C'est que de mon côté. Oh non, je le vois frisé aussi. Ok. C'est pas si bizarre. Bon, c'est pas grave, je continue pour l'audience. Tu peux choisir qui est ton voisin de palier. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire que là, tu as frisé. Donc, je le répète si tu viens de revenir. Et refrise. Et refrise. Merde. Ouais, je veux bien. Alors, Balaji, en fait, j'ai plus de batterie, du coup, j'ai plus de 4G, du coup. Merde. Ok, d'accord. On termine là-dessus. Ce qui est génial avec Internet, c'est que tu peux choisir qui est ton voisin de palier. Dans la vraie vie, dans la vie physique, tu choisis pas qui est ton voisin dans ton complexe immobilier dans lequel tu habites avec ta femme, tes enfants, etc. Sur Internet, tu peux choisir qui est ton voisin. Tu te places exactement où tu veux, tu choisis à qui tu parles, à qui tu peux délirer, etc. Et ça, c'est un concept qui est très fort et qui, je pense, sur le très long terme, va tout raser sur son passage et réinventer toutes nos institutions et tout le creuset sociétal qui fait la façon dont on vit ensemble. Voilà, là-dessus, je pense qu'on peut se dire au revoir. Merci beaucoup, beau. Tom. Merci, c'était très chouette. Merci à vous, c'était très cool d'être là. Et on continue sur Twitter, du coup. Ciao. Carrément. Ciao. Salut les gars. Ciao à tous. Bye.